si je vous disais que les tarifs douaniers ne sont pas seulement des chiffres techniques décidés par les gouvernements, mais de véritables armes économiques capables de faire ou défaire des nations entières. Depuis toujours, les grandes puissances s'en servent pour protéger leurs industries, contrôler leurs marchés et parfois même mener des guerres commerciales silencieuses. Mais aujourd'hui, les choses prennent une tournure bien plus dramatique. Les tarifs imposés par les États-Unis menacent de s'effondrer, et avec eux, c'est tout un équilibre mondial qui vacille. Pourquoi ont-ils été créés? Comment ont-ils alimenté les rivalités économiques entre pays? Et surtout, quelles conséquences cela aura-t-il pour l'Amérique, mais aussi pour vous, directement dans votre quotidien? Restez avec moi, parce que ce que vous allez découvrir dans cette vidéo pourrait bien changer votre vision de l'économie mondiale. Ces derniers jours, les tensions commerciales entre Washington et deux de ses partenaires viennent de franchir un nouveau palier. Depuis ce matin, les États-Unis appliquent officiellement une taxe douanière de 50% sur les importations en provenance du Brésil. Pour Donald Trump, cette décision est présentée comme un moyen de rétablir l'équité dans les échanges commerciaux. Mais derrière ce discours, c'est un outil politique qui se met en place, et il s'attaque cette fois à un produit que l'Amérique ne peut pratiquement pas produire elle-même, le café. Près de 40% du café consommé sur le sol américain provient du Brésil. Sur le territoire national, seul Hawaï et Porto Rico sont capables d'en cultiver, et à une échelle très limitée. Pour de nombreuses petites entreprises déjà fragilisées, cette décision tombe au pire moment. Si l'on ajoute à cela les nouvelles taxes, il y a fort à parier que le prix d'une simple tasse risque de grimper en flèche, parfois même de doubler. Imaginez, un matin comme les autres, alors que des millions d'Américains savourent leur premier café, le gouvernement fédéral déclenche sans préavis une surtaxe de 50% sur toutes les importations brésiliennes. Du jour au lendemain, une chaîne d'approvisionnement rodée depuis des décennies est brisée. Des plantations verdoyantes de Minas Gerais jusqu'aux torréfacteurs du New Jersey, ces grains faisaient vivre aussi bien les petits cafés de quartier que les grandes marques internationales. Cette routine s'effondre brutalement, remplacée par un bras de fer politique. Le vrai choc n'a pas été la taxe elle-même, mais la réaction de Brasilia. « Je ne me laisserai pas humilier », a lancé le président brésilien depuis Sao Paulo, refusant toute discussion. Plus qu'un simple refus, c'était un avertissement clair adressé à Washington. Cette fois, le Brésil ne pliera pas. Et contrairement aux attentes, ce n'est pas Brasilia qui a reculé, mais bien le marché américain qui a vacillé. En quelques heures, les contrats d'approvisionnement sont réorientés, les torréfacteurs cherchent des solutions de remplacement, et les propriétaires de café se posent tous la même question. Si le Brésil ne vend plus ici, où ira tout ce café? Les premières analyses pointent vers des marchés plus stables politiquement, offrant des marges plus intéressantes. Pour les États-Unis, c'est un signal d'alarme. Pour le Brésil, c'est l'occasion de redessiner la carte mondiale du café. Et pour les consommateurs, cela pourrait signifier payer plus pour un café différent, sans même s'en rendre compte immédiatement. Le tournant s'est produit le 1er août 2025, avec l'entrée en vigueur de la surtaxe américaine. Dès le lendemain, le président brésilien réitérait publiquement son refus de céder, obligeant les acteurs du marché à réagir dans l'urgence. Pour mesurer l'impact potentiel, il suffit de regarder l'ampleur de la consommation américaine. D'après les chiffres actualisés du département de l'agriculture, publiés le 10 août 2025, les États-Unis boivent chaque année plus de 24,5 millions de sacs de café, pour une valeur avoisinant 3,72 milliards de dollars, soit en moyenne 10,8 livres par habitant. Près de 30% de ce volume, plus de 8 millions de sacs, vient du Brésil, qui est le premier fournisseur parmi plus de 70 pays exportateurs. La production nationale, elle, reste quasi symbolique. Seules quelques zones comme Hawaï ou certaines parties du sud de la Californie cultivent du café, mais en petite quantité et à des prix très élevés, réservés au marché haut de gamme. Pour le deuxième plus grand consommateur de café au monde, l'importation est donc vitale. Et le Brésil n'est pas qu'un simple fournisseur. Il fournit depuis longtemps les grains Arabica qui servent de base à la plupart des mélanges industriels, soutenant des marques aussi populaires que Dunkin', Tim Hortons, Starbucks, Maxwell House ou encore Kirkland. Ces cafés sont réputés pour leur régularité et leur rapport qualité-prix, essentiels pour les grands torréfacteurs. Mais aujourd'hui, avec cette surtaxe, combinée à une hausse de 12% des coûts mondiaux du pétrole et du transport rien qu'en juillet, importer du café brésilien coûte désormais 25 à 35% de plus qu'avant. Sur le papier, cela peut sembler gérable. Dans les rayons, c'est une autre histoire. Un paquet de café moulu vendu entre 6 $ et 90 cents et 7 $ et 10 cents en début d'année coûte aujourd'hui en moyenne 8 $ et 13 cents à l'échelle nationale. Dans des États comme la Californie ou New York, le prix dépasse même les 9 $. Pour un foyer qui consomme 3 à 4 livres de café par mois, cela représente une dépense supplémentaire de 36 à 60 $ par an. Et pour des commerçants comme Rick Walters, 54 ans, propriétaire d'une petite épicerie dans l'Ohio, l'effet est clair. La plupart de mes clients sont de simples buveurs de café du quotidien, et pour eux, chaque hausse compte.
Les clients râlent, mais pour l'instant, ils continuent d'acheter. Tout simplement parce qu'ils ne trouvent rien d'aussi abordable avec le même goût. Pourtant, le prix n'est qu'une partie du problème. Même si les Américains acceptent de payer plus cher, le volume de café brésilien entrant aux États-Unis est déjà en chute libre. Lors de la première semaine d'août, le Conseil brésilien des exportateurs de café a signalé une baisse de 18% des livraisons vers les États-Unis par rapport à l'année précédente. Et ce n'est pas une question de production. Le Brésil reste le premier producteur mondial, fournissant plus d'un tiers du café de la planète. Mais avec cette nouvelle taxe, son avantage compétitif sur le marché américain du café commercial bon marché a disparu. Pour Marcelo Tavares, qui dirige une coopérative de producteurs dans le Minas Gerais, le calcul est clair. Avec cette surtaxe, il est impossible de rivaliser sur les prix. Vendre aux États-Unis revient désormais à peine à l'équilibre, voire à perdre de l'argent. Les exportateurs se tournent donc ailleurs. À peine 3 jours après l'annonce américaine, la Chine a délivré des licences d'exportation à plus de 220 entreprises brésiliennes, ciblant son marché d'1 milliard de consommateurs. L'Union européenne, la Corée du Sud et le Japon ont aussi réagi rapidement. En Allemagne, le géant de la distribution Rewe a signé un accord de partenariat avec une coopérative qui fournissait autrefois les torréfacteurs américains, ouvrant la voie à des contrats de longue durée. Mais aucun marché ne peut absorber du jour au lendemain la part que représentaient les États-Unis. Cette rupture soudaine dans un maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement en café a provoqué une onde de choc dans tout le réseau logistique. Chaque grain brésilien passe par une multitude d'intermédiaires, cultivateurs, transporteurs locaux, dockers, compagnies maritimes, importateurs, entrepôts, torréfacteurs, puis enfin café et supermarchés. Et un seul maillon brisé peut faire vaciller toute la chaîne. Face à cela, les importateurs américains, surtout les petites et moyennes entreprises, cherchent d'autres sources, comme l'Éthiopie, le Vietnam ou l'Indonésie. Problème, aucun de ces pays n'a la capacité immédiate d'expédier, à grande échelle, du café commercial de qualité équivalente à celui du Brésil. Changer de fournisseur signifie renégocier les contrats de stockage, revoir les plannings de transport et ajuster les profils de torréfaction pour s'adapter à la taille, la densité et l'humidité différentes des grains. Chaque étape rajoute du coût et du risque. Linda Chen, propriétaire d'une petite torréfaction artisanale à Seattle, a tenté l'expérience avec du Robusta vietnamien pour combler le manque. Le goût était différent, et ses habitués l'ont remarqué immédiatement. Pour les garder, elle a dû rogner sur ses marges, faute de quoi elle les perdait. Pour beaucoup de commerçants, protéger leur mélange, c'est protéger une part de l'expérience quotidienne de leurs clients. Ce goût familier, réconfortant, désormais menacé. Le secteur du café aux États-Unis se retrouve donc en territoire inconnu. Des prix plus élevés, une offre réduite et une stratégie d'approvisionnement de plus en plus éclatée. Ce qui était autrefois un flux régulier et fiable entre le Brésil et le consommateur américain est devenu un pari coûteux et incertain. En une semaine, une seule taxe a suffi à défaire des décennies de commerce. Changer de fournisseur dans le contexte actuel est bien plus compliqué qu'il n'y paraît, surtout pour ceux qui dépendent des cafés commerciaux à bas prix. Même lorsqu'une origine de remplacement est trouvée, tout le circuit doit être reconstruit, renégocier les contrats de stockage, revoir les tarifs du transport et recalibrer la torréfaction pour s'adapter aux caractéristiques des nouveaux grains. Chaque ajustement gonfle la facture, chaque nouvel envoi apporte son lot de risques et chaque retard oblige à revoir les prix à la hausse. Les conséquences sont déjà visibles sur le portefeuille des consommateurs. Au 10 août 2025, les données du département de l'agriculture indiquent qu'une livre de café moulu se vend en moyenne 8,13 $, soit 15% de plus qu'en janvier. Pour quelqu'un qui boit 1 à 2 tasses par jour, cela représente entre 6 et 10 $ de plus par mois. Une famille qui consomme 4 livres mensuels dépensera environ 48 $ supplémentaires dans l'année et près de 100 $ si elle privilégie les cafés bio ou haut de gamme. C'est un plein d'essence ou 2 factures de chauffage, remarque Patricia Lann, mère célibataire dans le Michigan. Cette hausse de 16% depuis le printemps dépasse celle de produits de base comme le lait, le riz ou les œufs, transformant le café, autrefois petit plaisir discret, en dépenses que certains foyers commencent à réduire. L'impact n'est cependant pas uniforme. Les grandes chaînes comme Starbucks ou Tim Hortons subissent la hausse des coûts, mais peuvent l'absorber grâce à leur taille et à la fidélité de leur clientèle. Les analystes estiment que Starbucks perdra environ un demi-point de marge en Amérique du Nord, soit des centaines de millions par an. En revanche, pour les dizaines de milliers de petits cafés indépendants éparpillés dans les zones suburbaines et rurales, le choc est potentiellement fatal. Plus de la moitié de ces établissements utilisent du café brésilien pour leur mélange maison, apprécié pour sa douceur, sa polyvalence et sa constance. Le Brésil, ce n'est pas juste le volume, c'est la fiabilité et la facilité à torréfier, explique Tom Reynolds, propriétaire d'un café de 20 places au Kansas. Début août, son fournisseur a augmenté ses prix de près de 40%. Il a dû se rabattre sur un Robusta d'Asie du Sud-Est, mais ses clients ont aussitôt perçu la différence.
Les ventes ont chuté de 18% en 3 semaines, et il a réduit ses horaires d'ouverture pour limiter la casse. Ce scénario se répète partout. Au Nebraska, un café qui utilisait depuis 12 ans un mélange 70% brésilien, 30% colombien a vu sa fréquentation baisser d'un tiers après avoir changé de grain. En Oregon, Melissa Hart a licencié 2 employés et réduit de moitié sa carte de pâtisserie. En Floride, un café cubano-américain, autrefois réputé pour son espresso brésilien velouté, doit désormais jongler avec un mélange vietnamien-hondurien, au détriment de sa clientèle touristique du week-end. Selon l'Association nationale du café, les petites enseignes ont enregistré en moyenne une baisse de 12% de leur chiffre d'affaires depuis la mise en place de la taxe, et ce, avant même de comptabiliser l'augmentation des coûts de l'énergie et de la main-d'œuvre. Mais loin de ces commerces en difficulté, certains acteurs se préparent à tirer profit de la situation. Car pour les experts, les conséquences de cette crise ne sont pas uniquement économiques, elles sont aussi culturelles. Le café est un produit pivot, souligne Daniel Vega, analyste senior à l'Organisation internationale du café. Quand son prix grimpe ou que sa qualité change, cela peut faire reculer d'autres ventes. Des boulangeries perdent leur clientèle du matin, des librairies voient moins de flâneurs l'après-midi, simplement parce que le café du coin a augmenté ses prix ou modifié ses mélanges. Cette érosion de la fréquentation est particulièrement nocive dans les petites villes, où un café sert aussi de lieu de rencontre, de tableau d'annonces informels ou même de relais d'information locale. Les élus commencent à s'inquiéter. Linda Martinez, représentante du 12e district de Californie, qui compte de nombreux torréfacteurs indépendants, a demandé un examen immédiat des conséquences à long terme de la taxe, avertissant que cette politique pourrait déstabiliser tout un PAN de la restauration sans apporter le moindre bénéfice réel aux producteurs américains. Ces propos rejoignent ceux de l'Agence américaine pour les petites entreprises, qui, dans un rapport daté du 8 août, recommande des mesures d'aide ciblées pour les commerces les plus touchés par les surtaxes sur les matières premières. Sur les marchés mondiaux, la réaction est immédiate. À New York, le prix des contrats à terme sur l'Arabica a bondi de 34% depuis juin, atteignant 2,40 $ la livre, tandis que le Robusta coté à Londres a grimpé de 56% pour s'établir à 1,95 $. Le Vietnam, deuxième producteur mondial, a déjà vendu l'essentiel de sa récolte 2025 à des acheteurs asiatiques et européens, ne laissant que très peu de marge pour répondre à une demande soudaine des États-Unis. L'Éthiopie et la Colombie connaissent la même tension. Les délais pour expédier des commandes massives peuvent désormais dépasser 90 jours. Dans ce contexte tendu, le rôle du Canada commence à apparaître non plus comme celui d'un simple spectateur, mais comme celui d'un acteur stratégique. Ottawa n'a instauré aucun droit de douane en représailles, n'a pas lancé de campagne protectionniste et a soigneusement évité le bras de fer diplomatique qui se joue à Washington. Cette discrétion, estiment les analystes, ouvre une brèche dans la chaîne mondiale d'approvisionnement du café. Pour les exportateurs brésiliens confrontés à un marché américain instable, le Canada, avec son absence de taxes, sa culture café bien ancrée et sa stabilité réglementaire, devient une destination de choix à moyen et long terme. Les chiffres confirment cette tendance. En 2024, le Canada a importé plus de 111 000 tonnes de café brésilien, soit 7% de plus que l'année précédente. Selon l'Organisation internationale du café, ce volume pourrait grimper fortement après le virage politique américain. Pour un fournisseur coupé de son plus gros client, le marché canadien offre un refuge rare, régulation prévisible, consommation par habitant élevée et réseau de distribution déjà bien en place. Un seul contrat d'approvisionnement signé pour 10 ans pourrait suffire à éroder la position dominante des États-Unis en moins de 3 ans. Dans un tel scénario, l'influence de Washington sur le commerce du café dans l'hémisphère pourrait s'effondrer bien plus vite qu'on ne l'imagine. À mesure que 2025 avance, l'histoire prend un nouveau tournant. Ces grains brésiliens, autrefois destinés aux rayons américains, pourraient bientôt alimenter les tasses canadiennes et modifier l'équilibre du pouvoir caféier en Amérique du Nord. Les projections publiées le 10 août 2025 estiment que la valeur des importations canadiennes de café brésilien pourrait augmenter d'environ 67 millions de dollars américains dans les prochaines années, faisant du Canada le troisième marché en plus forte croissance pour le Brésil, derrière la France et un autre pays européen. Ces données, en apparence technique, cachent un basculement plus profond. Loin des salles de réunion, dans un petit café du centre-ville de Toronto ou dans une boutique familiale de l'Ontario, l'effet est palpable. Je bois le même café depuis 15 ans et le prix n'a pas vraiment changé, confie Mark Henderson, retraité du rail et habitué des lieux. Mais des amis aux États-Unis me disent que chez eux, ce n'est plus aussi simple. Cette stabilité des prix, rarement mise en avant, entretient la fidélité des consommateurs, en particulier chez les clients plus âgés attachés à leurs habitudes. En évitant toute mesure punitive et en laissant le commerce suivre son cours, le Canada a protégé ses buveurs de café des hausses brutales subies par les consommateurs américains. Les marques nationales comme Tim Hortons, Kickingers Coffee ou Ethical Béant ont pu maintenir leurs prix, sécuriser leurs approvisionnements et pour certaines, gagner des parts de marché, pendant que leurs concurrents américains se battaient avec les perturbations.
Depuis juillet, nous recevons plus de commandes en ligne venant des États-Unis, observe Maria Leuc, responsable des opérations dans une brûlerie du Québec. Les gens veulent des prix stables, et pour l'instant, c'est ce qu'on leur offre. Au Canada, la première gorgée du matin a toujours le même goût, un petit réconfort dans un monde où même les plaisirs simples se raréfient. À Ottawa, ce silence stratégique est devenu une arme, plus efficace qu'un tarif douanier. Derrière les portes closes, des responsables américains reconnaissent que cette discrétion ronge peu à peu leur influence, une cargaison après l'autre. C'est à ce moment-là que Washington a compris. Cette bataille dépassait largement la simple question du café. Officiellement, rien ne confirme encore de nouveaux accords commerciaux entre le Brésil et le Canada. Pourtant, dans les coulisses, les experts sont nombreux à parier sur l'arrivée prochaine de contrats pesant plusieurs milliards de dollars. Pour les exportateurs brésiliens, 3 atouts canadiens se démarquent clairement. L'absence de droits de douane, un climat politique stable et un marché de consommateurs au fort pouvoir d'achat. Le marché national du café pèse près de 8 milliards de dollars canadiens par an, selon l'Association canadienne du café. C'est la deuxième boisson la plus consommée du pays, juste derrière l'eau et devant la bière, les sodas et le thé. Plus de 7 Canadiens sur 10 en boivent chaque jour, plaçant le pays parmi les plus gros consommateurs par habitant au monde. Avec une telle ampleur, le Canada n'est plus seulement un pays qui aime le café, il devient un véritable pivot dans les échanges mondiaux. Alors que le marché américain traverse une période d'instabilité inédite, la discrétion et la constance d'Ottawa se transforment en un avantage stratégique. Parfois, en commerce, ne rien faire est la meilleure décision, résume Jonathan McBride, conseiller en politique commerciale à Ottawa. En évitant de provoquer des remous, le Canada s'impose comme un refuge pour les fournisseurs. Pour les consommateurs américains, le contraste est flagrant, payer plus cher pour moins de produits. Et la situation pourrait s'aggraver si Washington étend ses droits de douane à d'autres géants du café comme le Vietnam, la Colombie, l'Éthiopie ou l'Indonésie, comme l'ont laissé entendre plusieurs sources commerciales internationales fin juillet. Dans des capitales de Hanoï à Bogota, les ministres du commerce peaufinent déjà leur stratégie pour renvoyer la balle aux États-Unis. La vérité, c'est que personne ne peut prédire avec certitude le goût ou le prix de la prochaine tasse. Ce qui a commencé avec le Brésil pourrait bien être que le premier domino. Ces pays ne font pas que remplir les entrepôts américains. Ils façonnent la carte aromatique que les Américains connaissent depuis des générations. Du doux équilibre de l'arabica colombien à la puissance du robusta vietnamien, en passant par les notes florales et herbacées de l'Éthiopie, chaque origine incarne un lien culturel unique, aujourd'hui menacé non pas par un changement de goût, mais par des choix politiques pris à des milliers de kilomètres. Selon l'Organisation internationale du café, le Brésil fournit environ 37% de la production mondiale, le Vietnam 17%, la Colombie 8% et l'Éthiopie 6%. Ensemble, ces pays potentiellement visés par les tarifs américains représentent près de 70% du marché mondial. Les cours se sont déjà envolés. L'arabica new-yorkais a grimpé de 1,75$ à 2,40$ la livre depuis juin, et le robusta londonien a bondi de 1,25$ à 1,95$. Ces hausses ne se limitent pas à renchérir le café. Elles bouleversent toute la chaîne, des fermiers aux géants de la distribution. Pendant des décennies, les États-Unis ont été le centre de gravité du café mondial, fixant les standards de qualité, façonnant les relations commerciales et influençant la culture globale. Des marques comme Starbucks, Peet's Coffee ou Green Mountain ont construit leur image en reliant les plantations du Sud au café du Nord. Mais aujourd'hui, Washington passe du rôle de pionnier à celui de gardien de frontières, poussant de plus en plus de fournisseurs vers le Canada, l'Europe et l'Asie. Ces marchés offrent moins de risques politiques, moins de revirements brutaux et plus de prévisibilité. Pour la première fois depuis des décennies, les États-Unis ne dictent plus les règles, ils courent après. Et plus les fournisseurs se détournent d'eux, plus il sera difficile de les reconquérir. Dans le commerce mondial, la confiance est une monnaie, rappelle le consultant brésilien Rafael Oliveira. Si vous ne pouvez pas l'assurer, quelqu'un d'autre prendra votre place. Ce n'est pas seulement un déplacement de conteneurs, c'est un déplacement d'influence. Si les exportateurs contournent les États-Unis pour éviter l'instabilité, l'emprise américaine sur le secteur pourrait s'effriter, même si ces consommateurs continuent à boire autant. Cela soulève une question plus profonde. Où réside réellement le contrôle ? Quand un tarif suffit à changer le goût de votre café du matin, quand un mélange disparaît sans que vous ayez eu votre mot à dire, quel pouvoir vous reste-t-il ? Tandis que le Brésil se détourne, le Canada avance, et de part et d'autre de la frontière, chacun s'adapte discrètement. L'histoire du café n'est plus seulement économique, elle reflète la prise de conscience que de petites décisions politiques peuvent déclencher de grands bouleversements. Cette confrontation n'est plus une affaire de chiffres, c'est une question de pouvoir, de souveraineté et d'avenir national. Le Canada montre qu'il n'est plus seulement un partenaire secondaire de l'Amérique du Nord, c'est un acteur capable de redéfinir les règles quand on le pousse dans ses retranchements. Les États-Unis ont beau rester la première puissance économique,
Ce bras de fer leur révèle à quel point ils dépendent de leurs voisins pour l'énergie, les minerais et l'influence stratégique. Chaque taxe, chaque contre-mesure, chaque accord signé hors de Washington s'inscrit dans un récit plus vaste, où les alliances se redessinent et l'ordre établi vacille. Et demain, peut-être que votre café aura toujours le même goût, ou peut-être que quelque chose semblera légèrement différent. La vraie question, est-ce encore vous qui choisissez? Ou d'autres ont-ils décidé pour vous, à des milliers de kilomètres? Avez-vous conservé votre mélange préféré, ou avez-vous dû en changer faute de mieux?